of mine, this little light. T'enregistres déjà ou quoi? This little light of mine, this little light. Bah, je prends l'ambiance du petit-déj, quoi. J'aurais pas dû dire que je sniffais de l'essence mince. Bah, après, on peut couper. Ouais, mais tu coupes jamais rien en fait. Pour Malville, t'as rien coupé, hein. T'as tout gardé. Les blancs, les E. Non, mais j'en ai enlevé pas mal. Hein. Il y en a moins que ce qu'il y avait au départ. C'est rassurant. Non, pas trop. Je garde pas absolument tout. J'enlève pas. Bah ouais, mais des fois, c'est compliqué quand même. Par contre, le fait d'avoir intégré des chansons du groupe de musique, c'est super chouette. Ouais, mais c'était. J'ai vraiment discuté beaucoup avec Ludo pour les avoir. Ces fichiers. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'était pas. Parce que c'était, Mais là, tu vas c'était peut-être compliqué pour les récupérer. mais tu vas Maintenant, peut-être pouvoir passer. Enfin, Steve va peut-être pouvoir te les envoyer directement. je sais pas. En tout cas, ils les envoient ici, donc il n'y a pas de souci. Hein. Est-ce que je peux lui indiquer ton adresse Bien mail sûr, à bien Steve? sûr. Bon, ben voilà, ça comme ça commence à enregistrer. Donc, ben voilà, on en a décidé de faire un petit déj radio au GEMOB. Donc, bienvenue. Tu vois, moi aussi, j'en fais des E et des blancs. Donc, bienvenue à Radio Bergeau pour cette émission qui va être consacrée au petit-déj et à la science-fiction. Mix, tout à fait bien. Ouais, on est censé parler de science-fiction. On est D'ailleurs, il supposé... faudrait trouver un titre Bah, avec un jeu de mots, ça pourrait être pas mal. Ouais, un jeu de mots, c'était... Qui évoque le petit-déj et la science-fiction tout à la fois. Je sais pas, le petit SF illustré, non, c'est... Ouais, un truc à réfléchir, quoi. Ouais, T'avais un truc avec le chaos ou le cacao, je sais plus. le chaos cacao, ouais. C'est... Ouais, mais là, ce serait partir du principe que la SF, c'est le chaos. Le Bah, cacao. non, total. mais c'est parce que je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Le Chaos Final, qui est un bouquin de science-fiction, Ouais. et c'est vraiment le chaos final, quoi. C'est vraiment... Il y a des questions d'apocalypse. Non, c'est un truc très antimilitariste, mais qui prône l'exact opposé, c'est-à-dire la guerre absolue, le meurtre, le sang partout, etc. Mais en fait, c'est absolument à la fin du bouquin, ça dégoûte absolument de la guerre. Et c'est pas mal ça. J'aime bien le principe. moi aussi. Comment ça se fait ça? Tiens. Mais j'ai pas encore. Pardon. Il va nous annoncer qu'il croyait enregistrer, mais que ça n'enregistre pas. Alors qu'on se donne un mal de chien pour paraître naturel. C'est déjà arrivé une fois, je crois. Oui, c'est arrivé. Eh ouais, mais ben voilà, tout est débranché, ça ne l'enregistrait rien du tout. Si, il n'y avait pas de souci, mais c'est simplement l'alimentation que j'avais oublié de brancher. Mais il faut juste... voilà, maintenant c'est bon. Mais moi, je refuse de répéter ce que j'ai déjà dit. Moi non, aussi. mais ça va... ça agit pas sur l'enregistrement, il n'y a pas de raison que ça agisse. Alors... Ah bah dis donc, parce que ça fait bip. Alors C'est vraiment le une bip bip multi, bip et l'appareil, c'est un appareil photo de Ah oui, je suis Serge. désolé, il faudra que je déconnecte. Non, c'est très bien, ça fait de l'ambiance. Je suis pas encore habitué à C'est vraiment une Il n'a qu'une semaine. multi-activité, quoi. Ouais. Chouette session. Qui est-ce qui commence? Qui est-ce qui veut parler de ce qu'il aime en science-fiction, etc. Serge? T'as commencé avec un livre, mais Serge, je sais pas, tu veux parler un peu plus de ton livre ou... Serge, il veut parler de Caravage, je crois. En fait, je voulais pas... Caravage. De Ravage. Mais de Caravage aussi, si tu veux. C'est bien, Caravage. En fait, non, je n'ai pas parlé de ce que je suis en train de lire, mais je voulais parler d'un auteur qui s'appelle John Varney, qui est extrêmement... qui est l'opposé de Norman Spinrad, c'est-à-dire quelqu'un de extrêmement joyeux, drôle, léger, etc. Et il y a surtout toute une série de livres qui se passent dans ce qu'on appelle les 8 mondes. Alors les 8 mondes, en fait, c'est très simple. Des extraterrestres sont arrivés sur Terre, on dit les terriens, vous dégagez de là, nous on se met à votre place, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais vous revenez pas sur votre planète, sinon on vous détruit. Principe très simple. Et donc, Ils vivent dans l'espace. et du coup, ils vivent sur les 8 autres planètes. Donc ça, c'est pour ça que ça s'appelle les 8 mondes.
En fait, les 8 mondes, c'est les lunes de Saturne, Jupiter, c'est Pluton, évidemment c'est la Lune. Et donc il y a 4 romans principaux qui s'appellent Le Canal au Fit, Les gens de la Lune, Le Système Valentine et Blues pour Ironton, qui est le plus récent, qui a été écrit en 2012-2013. Et donc c'est un auteur qui fait vivre ce monde-là par les yeux et par les actions de personnages qui sont pas forcément récurrents. D'ailleurs, c'est des gens qui se baladent dans ce système solaire et qui racontent un peu leur vie. Alors dans le Canal au Fit, c'est plus ou moins une histoire d'espionnage. Dans Les gens de la Lune, c'est une journaliste qui raconte comment c'était il y a 200 ans, avant qu'il y ait cette grande migration des terriens à l'extérieur, pour sortir de la Terre. Qu'est-ce que c'était, comment on vivait. Et finalement, c'est très intéressant parce que ce que ça dit, c'est le terrien va avoir vraiment tendance à reproduire ce qu'il avait. Non, merci. Non, Maxime me dit prends du miel, mais non, merci. Et donc il reproduit l'environnement du Texas, il reproduit un Disney World. Avec des erreurs, quoi, et des trucs marrants, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, évidemment, par exemple, dans le Texas, il faut se balader avec des chapeaux et des bottes en cuir. Mais comme ils ont plus beaucoup de bestioles qui font du cuir, alors la meilleure façon de produire du cuir, c'est d'avoir des diplodocus. Donc ils clonent des diplodocus et ils ont des fermes à diplodocus pour pouvoir faire du cuir. Tout est très divers, comme ça. Dans le système Valentine, c'est un artiste qui était une sorte d'enfant roi acteur quand il était jeune et qui était la grande star de tout le système solaire et qui est en fait maintenant un artiste un peu à la ramasse et qui se balade dans le système solaire, donc c'est assez marrant aussi de ce point de vue là. Ouais, moi je voulais parler d'Hyperion après et là ça fait un pont avec ouais. Puis le dernier, Blues pour Ironton, c'est plutôt dans le monde, c'est un polar en fait, c'est un polar spatial qui est assez rigolo, qui est même très rigolo en fait. Il y a des thèmes récurrents chez John Varley, par exemple. Lui, c'est un type très progressiste, vraiment. C'est-à-dire que lui, il dit, eh bien maintenant, on peut changer de sexe comme on veut. Donc les personnages passent leur temps à changer de sexe, comme ça pose pas de problème, parce qu'ils veulent avoir un enfant, et puis après, ils rechangent de sexe et ils deviennent papa, alors que c'est... Voilà. On est complètement à l'opposé du conservatisme ambiant aujourd'hui. Et là, tu fais un pont avec le deuxième sujet important que je voulais... Ah bah écoute. Je trouve le conservatisme et vraiment... Décidément, vous êtes fait pour vous entendre. Pour moi, la SF... T'inquiète, tu vas parler aussi. Mais je ne dis pas ça pour ça. Je le dis par pure gentillesse. Ouais. Bah ça, bien sûr. Ah bah, t'as bien raison. En tout cas, ouais, moi je trouve que dans la SF... Il y a un truc qui est principal là-dedans, qui se joue, toi en tant que lecteur, c'est de positionner, est-ce que je suis conservateur ou est-ce que je suis progressiste ? Là où tu peux voir tes subtilités aussi, où est-ce que je suis conservateur, où est-ce que je suis progressiste, etc. Parce que c'est fort en fait dans la SF ce côté-là, quoi, cette balance. Et je vous en parlerai plus tard, non ? Je sais pas. Si ? Non, c'est un chouette débat. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y a beaucoup d'auteurs finalement assez conservateurs. J'oublie pas que Dan Simmons, donc, qui a écrit Hyperion, donc il est, je sais plus quelle est son obédience religieuse, mais il a une obédience religieuse assez conservatrice finalement. Et au fur et à mesure de la série des 9 Hyperions et après Endymion surtout, ça devient un peu c'est un peu moyen quand même. Moi j'ai juste lu Hyperion. Ouais, bah, t'as bien fait. Ah ouais, ok, d'accord. Mais j'ai trouvé fabuleux, fabuleux quoi. Ah bah ouais. Tous les personnages ont tous une histoire incroyable.
elles font une nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour chacun de ces personnages, quoi, en fait. Dont le personnage qui est le dernier terrien à être parti de terre, et qui devient écrivain alors qu'il sait plus écrire. Il connaît plus que 12 mots, 20 mots. Il fait des poèmes avec dingue, son c'est champ ça. lexical tout restreint. et C'est peut-être magnifique. le moment de raconter un peu Hyperion, non? Ouais, Bah vas-y. sans raconter Non, l'ensemble mais du le livre, quoi. pitcher un peu et de raconter le contexte, quoi. Qu'est-ce qui se Ouais. passe? Ouais. Enfin, moi, je l'ai plus forcément hyper en tête pour tous les détails. Il y a une espèce d'enquête, quoi, autour d'une entité qui débarque et qui tue des gens, en fait, quoi. C'est une espèce de serpent métallique volant qui peut prendre forme humaine par moment, mais enfin. Elle prend forme humaine que dans le cadre d'une simulation militaire. C'est un peu compliqué à raconter, quoi, en fait, quoi. Et c'est de qui alors? Dan Simmons. Dan Simmons. Ouais. DAN et C'est 9 tomes. En tout, 9 tomes. La totalité du cycle, c'est 9 tomes. Enfin, c'est 8 plus 1, parce que le dernier, c'est les trucs de l'hélice, là, je sais plus trop. Mais c'est donc une balade. Et Hyperion, c'est le nom de la série alors? C'est ou le c'est- nom de- premier tome. c'est Pre- le- c'est le tome premier 1, tome, d'accord. ouais. Qui est déjà en soi à 2 tomes. Donc, Ok, ça marche. Ah, ok, les deux ouais. premiers Ouais, tomes, en fait. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai. Et après, il y a... Alors attendez, je l'ai dans ma tablette, donc je vais retrouver c'est bien pour se souvenir. Alors, Dan Simmons. Non, mais voilà, moi je trouve qu'il vaut le coup vraiment pour ces. Je crois qu'ils sont 7 personnages, ou 9, ou 8, je sais plus, enfin, qui se retrouvent sur un vaisseau spatial, ils vont enquêter, essayer d'aller à la. En fait, tout leur chemin, ils ont tous une histoire particulière avec cette entité-là, qui tue des gens, etc. Et du coup, ça les mène au même endroit, et ils se retrouvent, quoi. C'est une sorte de quête collective. Ouais. Et c'est. Ouais, enfin voilà, toutes ces histoires personnelles, elles sont très puissantes, et voilà, et ça m'a. C'est vrai que j'ai pas eu extrêmement envie de lire la suite, finalement. Et toi, tu me dis qu'elle est décevante, donc je sais pas. La chute d'Hyperion, ça va encore, ça passe encore, mais c'est après, bon, il y a des... Le côté bien, c'est que tu finis par savoir qui est ce fameux monstre métallique qui tue tout le monde, et d'où il vient et pourquoi. Dis-moi. Non, mais il y a des gens qui vont écouter aussi, c'est pas gentil. C'est sûr. Et donc voilà, l'idée, c'est aussi ça, c'est cette quête qui continue, dans le temps, dans le passé et l'avenir, dans différents lieux. Et c'est intéressant cet aspect-là qui se fait sur 8 tomes. Mais ceci étant dit, en même temps, comme je disais, au fur et à mesure, le propos s'affadit, je trouve, quand même. Voilà, le propos s'affadit, on va Mais il y a un dire propos ça. qui devient un peu C'est marqué, conservateur, religieux. Ouais, c'est ça, il y a quand même une petite forme comme ça. Mm. On en parlera peut-être une autre fois. J'ai beaucoup aimé L'échiquier du mal du même auteur, qui est en 2 tomes, qui est assez extraordinaire par contre là, mais qui obéit un peu au même principe d'une sorte de quête, mais plus proche de notre temps, voire même actuel. C'est plus du fantastique. C'est un grand auteur de fantastique quand même, faut bien dire, Dan Simmons, vraiment, je trouve. Mhm. Voilà. C'est vrai que ça pourrait être intéressant à un moment donné de faire la. Qu'est-ce qui distingue le fantastique de la SF pour les gens qui connaissent pas trop la différence. Ouais. Peut-être que chacun a sa petite définition un peu perso, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai pas franchement de définition nette et tranchée, quoi. Il y a des fois des choses qui sont effectivement du fantastique et puis si je prends un exemple, est-ce que c'est du fantastique, on va dire le maître du haut château, c'est une uchronie, d'accord, mais c'est aussi, il y a une forme de fantastique, c'est-à-dire est-ce que le monde est tel qu'il paraît et puis
ces aspects un peu horrifiques. Enfin, ou bien un auteur comme Serge Brussolo qui joue sur les deux tableaux systématiquement. Bah, en fait, moi je dirais que je le classerais dans fantastique jusqu'à la toute fin, là où tu découvres qu'il y a de la science derrière. Pour moi, c'est ça qui fait la SF. Enfin, c'est pas ma définition perso, mais sans science, tu peux pas dire que c'est de la SF. Du coup, c'est du fantastique. Et après, il y a le côté réaliste, société réaliste et tout, qui est très lié au fantastique aussi, quoi. Voilà. Ouais. Et Serge alors, Serge prend des photos, enlève ses lunettes, remet ses lunettes. Ben, moi, j'aurais aimé vous parler aujourd'hui de Philippe Cadic et de l'ensemble de son œuvre, ainsi que de l'ensemble de l'œuvre de Isaac Asimov. Okay. Sauf qu'il y a un tout petit problème, je les ai toujours pas lus en fait. Donc ça va. Aucun Asimov ? Non, aucun. Ah ouais, j'ai essayé de lire plusieurs fois Empire et Fondation, ou Fondation et Empire, je sais plus comment on dit. Enfin, c'est le cycle Fondation. Oui, voilà. Mais il y a... Donc à 2 ou 3 reprises, j'ai essayé de commencer à lire cette série de romans. Et à chaque fois, au bout de 40 pages, je décroche. Le bouquin me tombe des mains. Et ce n'est pas dû qu'à son poids. C'est dû au fait... Le poids des mots. Voilà. Et le choc des photos. Et non, c'est parce que en fait, j'accroche pas trop pour le moment. Mais j'espère qu'un jour, j'arriverai à lire cet auteur. Et il en va de même pour Cadic, qui a été édité dans une très belle édition chez Quarto Gallimard il y a 2 ans. Mais j'ai peut-être commencé par les mauvaises nouvelles. J'ai commencé peut-être par des nouvelles de Cadic trop anciennes. Je trouvais que c'était un peu... T'as lu Bic ? Non. Je te conseille pas pour commencer. Cadic. C'est vrai ? Ouais, c'est strange hein, pour faut commencer. Accrocher, hein, ouais. Moi, Donc, c'est ce que j'ai commencé par ça. Ah ouais ? J'ai quasiment Et commencé. toi, t'as adoré, j'imagine, non ? Bah, en fait, la vraie porte d'entrée pour la science-fiction, pour moi, ça a été Frédéric Brown. Mais après, ça a été Cadic pour ça. Mais c'est parce que c'est un gros blagueur. Hein. Frédéric Brown, c'est il s'est fait une spécialité de nouvelles qui font une demi-page. C'est vraiment du super court, quoi. Et c'est des gros gags, mais super rapides, quoi. Et c'est très très marrant. Mais après, ça a été Cadic, effectivement, et j'ai commencé par Ubik. Et je me suis beaucoup gratté la tête, quand même, faut bien dire, Ubik. Ouais, Ubik, il est spécial. Moi, je te conseillerais, pour Dick, je te conseillerais les moutons reptiles... Non, les androïdes reptiles de moutons électriques. C'est qui a donné lieu à l'adaptation Blade Runner. Super livre. D'accord. Oui. Il y a aussi... C'est facile d'accès. C'est sympa aussi, les nouvelles qui ont donné lieu à Total Recall, donc Souvenirs à vendre, ou quoi je pense d'autres. Il y en a 2-3 qui ont été adaptés pour le cinéma. Et c'est des petites nouvelles assez courtes, qui font 10 pages ou 15 pages. Et c'est vrai que je suis assez d'accord, les premières nouvelles de Cadic sont pas très bien écrites. Il s'améliore avec le temps quand même. Puis après, il devient fou. Pourquoi c'est le comble de l'amélioration, devenir fou. L'optimisation de l'amélioration, côté optimal. C'est quoi il a écrit quoi comme livre à la fin? Oh, il y a toute cette série qui est Siva, Radio Libre Albumut, la transmigration de Timothy Larcher. Enfin, je fais ça de mémoire. Hein, voilà. Mais les derniers sont complètement mystiques. Donc, tu rentres dans un univers mystique. J'aimais bien Siva parce que c'était... il parle de... C'est très réaliste en fait, et il parle de son environnement californien de toxico. Complètement paranoïaque, mais qui... Et donc, c'est la Californie des années 70. Quoi. Et il le romance en science-fiction, ça donne quelque chose d'assez étonnant. Quoi. De toxico, société aisée, quoi. Pas, luxe, quoi, non? Ah ouais. Pas forcément, c'est vraiment, c'est plutôt des gens, un peu ce qu'on appellerait des geeks, enfin ouais, ce qui sont devenus après des geeks, quoi. C'est-à-dire des gens qui sont un peu en marge de la société, qui sont dans leur délire, qui
Voilà, quoi, et qui sont persuadés que de toute façon le FBI va les tuer, quoi. Donc c'est assez. This little light of mine, this little light, this little light of mine, this little light, this little light of mine, this little light, this little light, this little light, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, this little light, this little light of mine, this little light, this little light of mine, this little light, this little light, this little light, ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Tous les jours, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Tous les jours, je la ferai briller. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Et moi non plus, Asimov, j'ai jamais rien lu d'Asimov. Par contre, je connais ses règles. Tu vois, si j'ai lu Oui, le truc des robots, une petite là. nouvelle. Mm. Une petite nouvelle. Mais peut-être que tu auras un livre à conseiller de... Non, mais en fait, je ne désespère. Je vais me racheter Empire et Fondation, et cette fois-ci, je le lirai. Ouais. Au moins, je vais au moins essayer de tenir 200 pages. Ah si, moi j'ai lu iRobot à travers la télé, tu vois, enfin, avec des images. J'ai vu le film, qui est un bon film. iRobot. Ouais, iRobot. Ah, iRobot. Ah, ok. Oui, oui. Pas Ouais. lu. Pas robot défoncé, quoi. mais jeu robot. 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 Mich robot. Ish. Pas Mich. Oui. Bon, oui. Bon, bah voilà. Donc, Bien. Donc tu as décidé de parler d'un... Oui, d'un- alors d'un- donc je vais d'un me rabattre sur des valeurs sûres, en tout cas pour moi, c'est-à-dire la science-fiction française des années 1940, et en l'occurrence un ouvrage dont nous avons déjà un petit peu parlé lors d'une de nos dernières émissions. C'était Jérôme qui en parlait. Il s'agit de Ravage de René Barjavel. Alors, c'est un livre que je me proposais de lire depuis déjà 2-3 ans, et en fait, je l'ai commencé hier soir, et j'ai lu une vingtaine de pages pour le moment. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup,
Parce que, contrairement à Asimov, par exemple, le début du truc Empire et Fondation de Asimov, où je trouve que parfois ça sonne un petit peu comme de la mauvaise fantasy, avec un tas de trucs saugrenus qui sont décrits pour faire SF, en fait. Là, je trouve que le texte est magnifique, c'est de la pure poésie. Et je me propose de vous en lire 2 brefs passages, si vous voulez bien. Bah, je t'en prie. Merci, c'est gentil. Ah, Donc c'est le tout début, c'est quasiment l'incipit du roman. Je vais Moi, au j'ai moins- commencé le début du livre Je vais au moins... et je me suis arrêté après Je vais au moins- les premières, il reste les encore un 10 peu de premières café. pages. Non, il n'y a plus de café. Oh. Je t'expliquerai après pourquoi j'ai pas continué. Je vais en refaire. Alors, Attends un peu. c'est quasiment la... Il y a pas longtemps. C'est la 2e page du roman. C'est le narrateur qui s'appelle François Deschamps, qui nous décrit l'intérieur d'une salle de café. Donc dans ce roman d'anticipation qui se situe en 2052. Et il dit la chose suivante. Cependant, pour éviter que les salles de café ne prissent un air de maison abandonnée, pour leur conserver une âme, parce qu'en fait il n'y a plus de garçons qui servent, les limonadiers avaient gardé les caissières. Juchées sur leur haute caisse vide, elles n'encaissaient plus rien. Elles ne parlaient pas, elles bougeaient peu, elles n'avaient rien à faire, elles étaient présentes, elles engraissaient. Celle que regardait François Deschamps était blonde et rose. Elle avait ses traits reposés et cet âge indéfini des femmes à qui les satisfactions de l'amour conservent longtemps la trentaine. Elle dormait presque et souriait. D'un cache-pot de cuivre posé sur la caisse sortait une plante verte ornée d'un ruban grenat éteint. Les feuilles luisantes encadraient de leur propre immobilité l'immobilité de son visage. Au-dessus d'elle, au bout d'un fil, se balançait imperceptiblement le cadran d'une horloge perpétuelle. Les chiffres lumineux touchaient ses cheveux d'un reflet vert d'eau, et rappelait aux voyageurs distraits que cette journée du 3 juin 2052 approchait de 7 heures du soir et que la lune allait changer. François Deschamps sentit qu'il allait s'endormir à son tour et s'il continuait à contempler la dame blonde. C'est vrai que c'est joli. C'est beau. C'est beau comme langage. Ouais, et il y a un deuxième très très beau passage, pas beaucoup plus long. Donc, en fait, François Deschamps, il est dans la station d'embarquement d'une sorte de train suspendu pour faire le trajet Marseille-Paris, si j'ai bien compris. François avait acheté les journaux marseillais du soir, de la bière dans un étui réfrigérant et un roman policier. Au guichet, il avait reçu, en même temps que son billet, une brochure luxueusement imprimée. La compagnie eurasiatique des transports y célébrait le 30e anniversaire des 3 glorieuses du remplacement. Âgé de 22 ans, François Deschamps n'avait pas vécu la fièvre de ces 3 jours. Il en avait appris tous les détails à l'école, où les maîtres enseignaient une nouvelle histoire, sans conquête ni révolution, illustrée de visages de savants, jalonnée par les dates des découvertes et des tours de force techniques. Ces 3 glorieuses pouvait être considérée pour l'époque comme un exploit peu ordinaire. Elle constituait en quelque sorte la charnière de l'âge atomique, marquant le moment où les hommes, saturés de vitesse, s'étaient résolument tournés vers un mode de vie plus humain. Ils s'étaient aperçus qu'il n'était ni agréable, ni au fond utile, en quoi que ce fût, de faire le tour de la Terre en 20 minutes à 500 km d'altitude, et qu'il était bien plus drôle et même plus pratique de flâner au ras des mottes à 2 ou 3 000 km à l'heure. Et ensuite suit la description du chantier de construction d'une ligne de train suspendue Nantes-Vladivostok, où on nous explique comment se sont impliqués les ingénieurs et les ouvriers dans ces travaux gigantesques. C'est magnifique, Moi, je trouve. mais je trouve que c'est vrai que c'est drôle, là, le passage que tu lis, comme quoi ils apprennent à être plus lents de nouveau pour profiter à 2 ou 3 000 km à l'heure. C'est vrai que c'est pas mal. Il y a un côté ironique Ouais. qui est flagrant et qui est drôle.
Mais moi, c'est justement, là, le passage que tu lis par ensuite, là, comment ils construisent la ligne de train, moi, ça m'a refroidi. C'est vrai. Alors que j'avais adoré Barjavel dans La Nuit des Temps, Mhm. et du coup, après, j'ai lu celui-là, et je me suis arrêté là parce que il y avait un côté. Finalement, quand tu es écrivain de SF, tu vas anticiper le futur. Et des fois, tu anticipes bien, des fois, tu te plantes totalement. Et là, sur le coup, il s'est complètement planté, en fait, Barjavel. Mais c'est intéressant aussi. Ouais, mais je l'ai trouvé de la naïveté. Tu vois, j'avais l'impression que c'était moi, quand j'avais 10 ans, que j'écrivais des trucs comme ça. J'explique mon propos. Là, dans la construction de la ligne de train, il dit qu'ils sont tous prêts, en fait, Oui, c'est ça, sur ouais. toute la ligne. Un petit T'as peu tous comme on les a construit la travailleurs Tour Eiffel. qui sont prêts, Hmm. ouais, et sur toutes les milliers de kilomètres, quoi, et en 10 minutes, c'est fait. Ouais. C'est-à-dire, Ouais, ils s'y c'est mettent ça. tous en même temps et Ouais, tout. c'est ça. Et pour moi, il y a un côté Moi, je trouve enfantin. ça- non, moi, je et trouve ça qui est poétique. complètement. Je trouve ça ouais, poétique, non, mais moi. ça- C'est Tu pas vois, c'est- enfantin, c'est c'est poétique. c'est des projections de grands travaux monumentaux, comme s'ils allaient devenir de plus en plus monumentaux avec le temps et de plus. Alors que finalement, la réalité montre que c'est pas le cas en fait. D'ailleurs, justement, les grands travaux, on en fait moins. Et aussi, on parle de l'Eurasie comme étant une entité politique unifiée, quoi. Mais là, c'est pareil. Dans les années 50, c'était le début. Tu avais les bribes de l'Union européenne. Et peut-être que du coup, lui se projetait en disant que ça allait grossir et grossir. Mais en fait, Mais c'est aussi une mauvaise importance- anticipation. quelle- quoi. Mais alors, quelle importance ça peut avoir? Le fait que les choses ne se soient pas réalisées. Bah, t'as moins de plaisir en fait. Bon. Moi, oui. Moi, oui, Ouais. j'ai moins de plaisir à lire quelque chose qui anticipait À cause un mouvement qui en fait à l'inverse de ce que tu connais, quoi. Moi, j'étais. Parce que tu peux pas y croire en fait. C'est ça aussi, tu vois. Bien. Moi, je peux C'est- pas. Mais c'est de la littérature, c'est pas. Bah c'est ouais, pas bah censé être justement. des essais. Bah moi, il faut que je puisse y croire un minimum. Tu C'est vois. vrai Ouais. Sinon, j'ai pas de plaisir. Mais moi, je comprends bien le truc qu'on puisse, qu'on doive avoir la possibilité d'y croire et que si on n'en a pas la possibilité, déjà, on a du mal à adhérer aux propos. Ceci étant dit, moi, je te rejoins sur autre chose, c'est que effectivement, moi, j'ai lu pas mal de science-fiction. Il n'y a pas beaucoup de science-fiction qui soit écrit avec un travail vraiment sur le texte, les mots, le son, la sonorité. Ça est toujours. Je suis assez d'accord avec toi sur Asimov. Ça m'a toujours un peu. Enfin, ça m'a pas toujours un peu tombé des mains. Quand j'étais jeune, je lisais du Asimov comme ça. Voilà, je pouvais lire un Asimov entier en une journée, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Asimov, c'est quand même un peu écrit avec les pieds. Il faut bien dire ce qui est. Mais il faut comprendre le contexte aussi. C'est-à-dire que c'est des gens qui gagnaient leur vie avec ça. Il faut imaginer, l'exemple de Cadix, c'est en 3 ans, il a publié 40 nouvelles. Et c'était payé au lance-pierre, mais il passait son temps à écrire. Il publiait dans des pulps, dans des magazines, et ces magazines, il fallait bien qu'il... Et Asimov, en fait, il a commencé comme ça aussi. Donc, ces gens-là, ils écrivaient vraiment à la chaîne. C'est vrai pour aussi Van Gogh, c'est vrai pour plein de gens de cette époque, quoi. Voilà, les pulps, ça a commencé dans les années fin 40, je crois, ou peut-être même avant. Moi, je rajouterais que même dans les racines de la SF, si tu regardes du Jules Verne, il y a de la grosse info comme ça en masse sur le fonctionnement d'une machine, et voilà, et où il te la décrit en détail, et c'est hyper saoulant, quoi, parce que... Ouais, Jules Verne me saoule pas mal si aussi. t'es pas ingénieur, c'est pas... Oui, c'est pas la panacée, quoi. Mais c'était... Et à nouveau, c'était aussi feuilletonné. C'est-à-dire que c'était les premiers journaux, et c'était des textes qui célébraient le progrès technique fin du 19e. C'était ça qu'on faisait dans les premiers journaux vraiment d'opinion où il y avait un encart avec un texte. Ben voilà, c'était l'époque où on faisait ça, quoi. Bon. Donc, pour terminer, est-ce qu'on peut lire un texte en dehors de son contexte
en dehors de son contexte au minimum temporel. Est-ce que tu avais l'air de dire Ouais, en fait, non, mais bien non, sûr, mais- bien sûr. Comment dire? C'est un peu particulier, moi, avec ce livre de Barjavel, parce que on est dans cette ère du temps où, au contraire, on privatise de plus en plus, alors que là, il est dans une anticipation de nationalisation et tout ça. Et il se projette aussi, à un moment donné, chaque personne dans le train, il peut utiliser un télétexte ou je sais plus, un truc ouais. comme ça. Et c'est une personne. Avec un vrai lecteur. C'est une qui lit à personne. l'autre Ouais, bout. voilà. Tu vois, c'est Mais complètement- non, Tu vois, c'est ça ce qui est c'est poétique, comment- justement. C'est génial. Et il ouvre son bouquin, il a une espèce de lampe qu'il tire. La lampe, elle lit le texte, et en quelques secondes, ça le connecte à une espèce de grand central Ouais, ouais, où il y a ouais. des milliers et des milliers de lecteurs dans toutes les langues, mais des vraies personnes en chair Ouais, et ouais. en os qui vont lui lire sa page. Ouais, ouais. C'est. Donc c'est pas une appli téléphonique qui fait Ouais, ça, mais c'est une vraie t'imagines à quel personne. point c'est à Mais l'opposé. c'est de- génial. Justement, moi, Mais c'est justement ça ce qui est bien. en fait, moi, il y a un truc qui joue en moi aussi par rapport à la privatisation qui s'accélère, quoi, un peu partout dans le monde. Et comme quoi c'est plus difficile de nationaliser des choses dans les pays et tout. Enfin, voilà, quoi. D'avoir un service public efficace. Voilà. Là, lui, il se projetait là-dedans, comme quoi ça allait devenir tout public, hyper efficace, machin, tout ça. Et alors, c'est... Moi, ça m'attriste que la privatisation galopante, là, tu vois. Et donc quelque part, je pense que c'est aussi ça, toi, qui a fait que j'ai pas accroché, quoi. C'est parce que ça parlait de quelque chose qui me touche beaucoup, et en disant quelque chose qui fait la plaque, quoi, par rapport à ce qui se passe maintenant. Après, je dis pas, peut-être dans 50, 60 Mais ans, ça sera l'inverse. Un roman de science-fiction, c'est pas un essai de socio, je sais pas quoi, ou d'économie projective, ou de sociologie. C'est du romanesque, c'est de la littérature, c'est de la fiction. Ouais, c'est marrant que tu vois comme ça. Moi, je suis très surpris que tu puisses éprouver le besoin, Maxime, que pour que ça t'intéresse, il faut que ça se soit réalisé. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement surprenant. C'est très bizarre. Non, mais là, je viens de t'expliquer que c'était aussi par rapport à ce qui joue en moi, par rapport à comment je perçois la privatisation en ce moment et son côté, tout ce qui est nationalisation, tout ça. Donc là, ça va au-delà, tu vois, justement. Je dis pas que je sais apprécier des livres ou si quelque chose ne s'est pas réalisé, je peux l'apprécier quand même, tu vois. Mais par contre, je trouve que c'est quand même important dans la littérature de SF que de proposer des choses qui s'approcheraient de ce qui pourrait se réaliser. Tu vois, de bien sentir les choses, oui, je trouve ça important. Parce qu'il y a un rôle dans la SF que je trouve important aussi, c'est de prévenir des dangers potentiels de certaines technologies, ou voilà. C'est vachement central dans la SF, ça. Du coup, ça en fait la qualité aussi d'un bouquin d'anticipation. Oui. C'est La SF, ce ne sont pas des essais politiques, c'est de la Non, littérature. mais là, il touche à la politique, justement. Beaucoup. Mais je pense que nous, on projette beaucoup de notre perception politique contemporaine au moment où on lit le bouquin dans un livre de science-fiction, surtout si ça s'en rapproche, si ça se rapproche de la situation qu'on vit, ou au contraire, ça s'en éloigne. Dans le cas de Barjavel, c'était ou de Merle, hein, on se retrouve quand même dans une situation où concernant... quand on lit ça, on peut aujourd'hui, on se dit, bah non, il y a quand même un foutu écart. Mais c'était des gens qui projetaient autre chose, d'autres imaginaires, et puis d'autres façons, et puis qui vivaient dans la situation politique de leur époque. Donc, évidemment, la confrontation, elle est un peu bizarre. Ouais, mais justement, dans ce livre, on la sent trop, l'influence politique de son époque. Ah, bah, Comme s'il avait une certitude que ça allait devenir ça. Enfin, alors, est-ce que moi, tu- j'ai ressenti ça, et c'est ça aussi qui... Est-ce que t'es- qui- est-ce Bah, que- apparemment, est-ce que il a tu penses publié le qu'un bouquin écrivain, pendant il- l'occupation. Il date de 83, de 43 le livre. Donc, est-ce qu'à l'époque, Il y avait des grands travaux et tout. on se préoccupait de ce genre de questions les autoroutes pendant la Deuxième Guerre allemandes, mondiale? les autoroutes allemandes, tout ça, tout ça. Oui, il y avait un rêve technologique, oui, ça c'est clair.
Et peut-être que c'est. Alors, je sais La voiture pas, du peuple et tout. Oui, Attends. c'est ça, ouais, bien sûr, ouais, tout à fait ça, ouais, la fameuse Volkswagen. 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 J'ai fait des jeux de mots. Volkswagen. La Volkswagen. Non, mais elle marchait très bien, cette voiture. Non, c'est juste pour La entendre coccinelle, ça, pour quoi. entendre ça. La coccinelle. Coccinelle, voilà. Ok, bah on arrive à finalement un débat d'ampleur, finalement. Ouais. Sur, Pour une première émission, c'est pas mal. Hein. Ouais. Bon, bah voilà, il n'y a plus de café. Alors, vous Ah bah avez si, je suis en entendu train d'en pendant un faire moment un truc qui faisait. Moi, je suis au lait, là. Qui faisait C'est délicieux. Bah, il y en a qui a coulé. Je pense que là, il a fini de couler. Et donc, c'était Serge qui nettoyait sa bonnette. Hein, donc je Non, bien. oui, le frotte-frotte. Le frotte-frotte. Parce que j'ai essayé de faire le- passer le bruit du lait qui coule dans la tasse. Et Atis a attiré mon attention sur le fait qu'il y avait une petite goutte de lait. J'ai vu passer ça. Ouais. Est-ce que je pourrais encore dire un mot sur un roman que j'aime beaucoup, d'anticipation, Vas-y. et qui risque de remporter L'adhésion. une adhésion au moins partielle de Maxime, puisque Il vise là, à me convaincre. Hein, ouais, non, puisque là justement, c'est quelque chose qui s'est réalisé. Mhm. Il s'agit, qui s'est réalisé il y a peu de temps d'ailleurs. Il s'agit d'un roman de Robert Merle qui s'appelle Les Hommes protégés. J'en ai déjà un petit peu parlé la fois dernière. Et en fait, c'est un roman qui évoque le cas d'une épidémie virale mondiale, un petit peu comme celle de Covid-19 que nous avons connue il y a 4 ans, 3 ou 4 ans. Maladie virale qui en fait ne touche que les hommes en âge de procréer, les femmes étant épargnées. Et donc Merle raconte l'histoire de son héros qui s'appelle Martinelli, qui est un médecin et qui essaye d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les dangers sanitaires potentiels de cette épidémie qui risque de faire des ravages, ce qu'elle ne tarde pas à faire d'ailleurs. Et voilà. Et donc les femmes sont épargnées, et ce sont les femmes qui sont amenées à prendre le pouvoir politique, notamment aux États-Unis. Et ça se passe pas forcément très très bien, parce que assez rapidement elles deviennent autoritaristes et fascisantes, et voilà, ça se passe pas forcément très très bien. Et à ce moment-là, Marianne rentre dans le studio. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Les Hommes protégés ? Ce roman s'intitule Les Hommes protégés parce que tous ceux qui sont parmi les hommes pouvant être potentiellement atteints par cette maladie, ceux qui sont de grands savants, des médecins ou des chercheurs, sont parqués dans des espèces de camps de concentration où ils sont mis à l'abri de la maladie. Tu l'as déjà lu, le roman, Non, celui-là ? on en avait parlé il y a longtemps, j'ai un vague. Ils sont, Je savais donc, que ça existait, mais ça n'a pas l'air de beaucoup je de savais brancher rien de non plus. plus. Bah aussi, pourquoi tu dis ça ? Et donc, ils sont protégés de la maladie parce qu'ils sont parqués dans des espèces de camps de concentration. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Les Hommes protégés. Et en fait, il y a trois castes qui interagissent dans cette histoire. Donc, les femmes qui deviennent la classe dominante, les hommes protégés qui sont la classe inférieure, et les A. Et les A, ce sont les ablationnistes, en fait. C'est les hommes ayant accepté d'être castrés pour éviter de tomber malade. Donc c'est une espèce de caste intermédiaire. Voilà. Et Robert Merle il aborde ces thèmes de prédilection, notamment comment faire pour qu'un petit groupe puisse fonctionner sans qu'on s'entre-dévore mutuellement les uns les autres. La question du leadership aussi, et les rapports hommes-femmes. Ça intéresse beaucoup Robert Et Merle. tu les trouves bien construits, les rapports hommes-femmes, dans ce livre, enfin, Je les trouve bien décrits. bien analysés. Bien décrits, ouais. oui. Et ce que je trouve intéressant dans ce roman, c'est que les femmes en arrivent donc à commettre des excès, un peu dans le sens du fascisme, ou d'un hyperféminisme un peu outrancier. Et je trouve que cette question de l'hyperféminisme outrancier, on la rencontre un petit peu en ce moment quand même, il faut dire, dans certaines mouvances. C'est la Genre- Floriane Non, si, tout de même, un petit peu quand même. Il y a certaines Ça personnes va- qui vont loin. Ça c'est va un sûr. peu trop loin parfois. Et donc,
Je me permets ce matin, avec le plus grand plaisir, d'offrir cet ouvrage à mon camarade Maxime. Je te le dédicace si tu veux. C'est- Je vais le lire maintenant. Non, t'es pas obligé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Eh bien, merci. Merci. Hein. Enfin, pas merci pour moi, mais merci pour Maxime. C'est pas- Ouais. Bon, bah, on arrête l'émission ou c'est bon ou on va aller chercher l'autre brew de café. Je peux chercher le café sinon, et après Ouais. venir sur Barjavel, je voulais dire un Ouais, dernier- avec Parce que là, avec on arrive- plaisir. On arrive quand même à une émission d'1 heure. Ouais. Donc c'est... Je peux dire un dernier truc sur Barjavel, on a le temps vite fait. Mais ouais, vas-y. Ce que je trouve génial dans la nuit des temps, parce qu'avant on parlait de Oui, justement, je voulais ce te demander truc de quoi ça parle. entre, on détaille le côté scientifique Hmm. et jusqu'à où l'auteur va pour détailler le côté scientifique. Des fois ça peut devenir barbant. Et des fois c'est pas assez, c'est à peine évoqué, et on rentre pas du tout dans le détail. Et dans la nuit des temps, j'ai trouvé que Barjavel il avait vraiment Trouver le juste milieu. juste le milieu parfait, quoi. Ouais. Où il en dit assez pour qu'on ait des pistes et que ça fasse réaliste, mais en même temps pas trop pour pas se dédire par rapport aux réelles avancées de connaissances futures. Et ça, j'ai trouvé ça génial qu'il anticipait là-dessus. Et donc, dans l'avancée des Ravage, si connaissances. tu veux... Voilà. Et donc, j'en conclus que dans Ravage, de ton point de vue, il en fait trop. Ou alors c'est parce qu'il met à côté de la plaque. Bah, que ça j'ai assez t'intéresse parlé plus. de Ravage en tout cas avant, D'accord. donc je veux pas... Ouais, à côté de la plaque, ou il en faut trop, ouais, peut-être aussi. Bah, je manquerai pas de lire La Nuit des Temps. Je te le conseille, il est génial. En tout cas, moi, tu m'as donné une idée pour de prochaines chroniques. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un mouvement très, très grand de féminisme de science-fiction en ce moment, qui vient de Ursula Le Guin, de Ken Wilhelm, de comment elle s'appelle, Butler, Octavia Butler. Et c'est assez marrant de parler du féminisme en science-fiction, écrit par des femmes, histoire de t'embêter un peu. Ouais, avec plaisir. Et d'ailleurs, tout à l'heure, lorsque tu parlais de ce roman de... John Varley. Non. Tu parlais d'un roman où les gens changent de sexe Oui, c'est ça. tous les quarts d'heure. Enfin, pas tous les quarts d'heure, Ça mais m'a s'ils veulent. beaucoup rappelé toute la mouvance transgenre actuelle que Ouais, je trouve ouais, très, très limite. Mais c'est très... Ouais, mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, bah, quand on pourra le faire, on le fera. En fait, c'est un positionnement très, très libéral, comme ça. On a la possibilité de le faire, bon, bah, alors on le fait. C'est très ricain de dire ça. Voilà, bon, pas de morale, hop, si on peut le faire, on le fait, point. On réfléchit pas à On l'éthique réfléchit, forcément, ouais, mais voilà. après dans ce roman, Mais alors, ça ça c'est donne, que ça peut être réversible. Voilà, c'est ça. Et, et Donc, à en ce fait, c'est moment-là, réversible aussi dans les histoires de morale, c'est réversible dans les changes, Ouais. même les gens qui changent de point de vue, etc. C'est ce qui rend les choses intéressantes, parce que, en fait, c'est ce qu'on disait sur un roman, c'est-à-dire, si on peut traiter de plusieurs points de vue, c'est là où ça devient intéressant. On peut avoir plusieurs points de vue, et quand l'auteur montre bien plusieurs points de vue, que ce soit en science-fiction ou dans tout à fait autre chose, et bien ça devient tout à fait marrant, quoi. Complètement. Ok. Alors, il va falloir que je vous quitte. Je suis désolé, mais je suis désolé, mais Ça fait long. non. On va avoir fait un peu moins d'1 heure. C'est très très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette première émission Petit Déjeuner avec Maxime et Serge et Atis était là également, mais ne veut pas être dans les photos. Il n'est pas dessus. Je m'en doutais, il n'est pas dessus. Ça marche. Eh ben, ciao. Et puis au prochain Petit Déjeuner. Ouais, carrément. Sur le Carrément. conservatisme et. Et ouais, eh ben, je vais essayer de trouver un autre. Tout de suite